Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le sommaire, le journal en un seul titre, la publication de la liste du nouveau gouvernement, une équipe forte de 31 membres dont 9 entrants, portraits, commentaires et analyses. Dans un instant. Vous le savez donc, le Sénégal a un nouveau gouvernement. Le communiqué a été rendu public il y a environ une heure donc par le secrétaire général de la présidence de la République. Maxime Jean-Simon Ndiaye a également annoncé la nomination de Abdoul Aziz Tall comme nouveau directeur de cabinet du président de la République. Nous l'écoutons. Décret numéro 2013-1219. Mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du président de la République. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 44, vu le décret 2007-909 du 31 juillet 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la présidence de la République modifié, vu le décret numéro 2012-1165 du 29 octobre 2012 portant nomination du ministre directeur de cabinet du président de la République, vu le décret 2012-1223 du 5 novembre 2012 portant répartition des services de l'État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la présidence de la République, la primature et les ministères, modifié par le décret numéro 2013-11 du 3 janvier 2013, vu le décret numéro 2013-96 du 14 janvier 2013 portant nomination du ministre secrétaire général de la présidence de la République, vu le décret numéro 2013-1218 du 1er septembre 2013 portant nomination du Premier ministre. Décrète. Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de M. Morgom, ministre, directeur de cabinet du président de la République. Article 2. Le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel. Fait à Dakar le 1er septembre 2013. Décret numéro 2013-1220 portant nomination du ministre directeur de cabinet du président de la République. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 44, vu le décret numéro 2007-909 du 31 juillet 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la présidence de la République modifié, vu le décret numéro 2013-96 du 14 janvier 2013 portant nomination du ministre secrétaire général de la présidence de la République, vu le décret numéro 2013-1218 du 1er septembre 2013 portant nomination du Premier ministre. Décrète. Article 1er. Monsieur Abdoul Aziz Tall, expert en organisation et méthode, est nommé ministre, directeur de cabinet du président de la République. Article 2. Le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel. Fait à Dakar le 1er septembre 2013. Décret numéro 2013-1223 portant composition du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 43, 49 et 53,
vu le décret numéro 2013-1218 du 1er septembre 2013 portant nomination du Premier ministre, sur proposition du Premier ministre, décrète. Article 1er. La composition du gouvernement est fixée ainsi qu'il suit. Monsieur Augustin Tine, ministre des Forces armées. Madame Awa Marie-Coll Seck, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Monsieur Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Monsieur Sidiki Kaba, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur. Monsieur Amadou Ba, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur Papa Abdoulaye Seck, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Monsieur Diène Farba Sarr, ministre de la Promotion des investissements et des partenariats. Monsieur Mor Ngom, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Monsieur Thierno Alassane Sall, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Madame Anta Sarr, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Monsieur Abdoulaye Baldé, ministre du Plan. Monsieur Benoît Sambou, ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Promotion des valeurs civiques. Monsieur Abdoul Aziz Mbaye, ministre de la Culture et du Patrimoine. Monsieur Maritéou Niane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur Cheikh Abiboulaye Dièye, ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Monsieur Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur Ali Ngouille Ndiaye, ministre de l'Industrie et des Mines. Monsieur Alioune Sarr, ministre du Commerce, de l'Entrepreneuriat et du secteur informel. Madame Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de l'Élevage et des Productions animales. Monsieur Abdoulatif Koulibaly, ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement. Madame Maïmouna Ndoye Seck, ministre de l'Énergie. Monsieur Omar Youm, ministre de l'Aménagement du territoire et des collectivités locales. Monsieur Mbagnick Ndiaye, ministre des Sports et de la vie associative. Madame Khoudia Mbaye, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Monsieur El Ali Haïdar, ministre de la Pêche et des Affaires maritimes. Monsieur Mansour Sy, ministre de la Fonction publique, du Travail, du Dialogue social et des organisations professionnelles. Monsieur Pape Diouf, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Monsieur Oumar Gueye,
ministre du Tourisme et des Transports aériens. Monsieur Mamadou Talla, ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. Monsieur Khadim Diop, ministre de la Restructuration et de l'Aménagement des zones d'inondation. Monsieur Mohamedou Makhtar Cissé, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé du budget. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel, fait à Dakar le 2 septembre 2013. Voilà, ce décret également numéro 2013-1224 portant nomination d'un ministre conseiller à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 44, vu le décret numéro 2007-909 du 31 juillet 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la présidence de la République modifié, vu le décret numéro 2013-96 du 14 janvier 2013 portant nomination du ministre secrétaire général de la présidence de la République, vu le décret numéro 2013-1218 du 1er septembre 2013 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2013-1220 du 1er septembre 2013 portant nomination du ministre directeur de cabinet du président de la République, décrète article 1er, M. Youssou Ndour est nommé ministre conseiller à la présidence de la République. Article 2, le ministre secrétaire général de la présidence de la République et le ministre directeur de cabinet du président de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel. La quête de l'efficacité explique le changement du gouvernement. C'est ce que semble dire le nouveau directeur de cabinet du président de la République, Abdoul Aziz Tall, qui a également expliqué les raisons qui sous-tendent la nouvelle architecture du gouvernement. Nous l'écoutons. Dans la quête permanente de l'efficacité, les organisations sont appelées à s'adapter en permanence à l'évolution de leur environnement. En effet, la forte demande d'efficacité des politiques publiques, de même que les exigences citoyennes croissantes, justifient amplement que de manière périodique, l'architecture ainsi que la composition du gouvernement soient reconsidérées. Sous ce rapport, il y a lieu de souligner que le principe de mutabilité recommande que soient régulièrement interrogées les aspirations changeantes et incompressibles des citoyens, des contribuables et des usagers du service public. Du reste, les mutations technologiques, économiques et sociales qui animent le monde exigent que les actions et organisations gouvernementales se réagissent pour plus d'efficacité et de cohérence. Dès lors, du rapprochement de toutes ces considérations résulte la nécessité d'une nouvelle action gouvernementale. Voilà donc qui fonde la volonté du chef de l'État de changer l'équipe gouvernementale qui, à quelques semaines de la session budgétaire, doit éviter que les nouveaux ministres exécutent un budget qu'ils n'ont pas défendu. Pour cela, sont ci-après déclinés les nouveaux axes de certains domaines d'activité. L'énergie, clé de voûte de notre stratégie de développement économique et social, mérite d'être érigée en département ministériel autonome. En effet,
Devenu aujourd'hui un secteur dont l'enjeu revêt une dimension mondiale, l'énergie en tant que facteur de production constitue un important levier de développement et sa prise en charge requiert une politique volontariste et des réformes structurantes. Pour sortir de la tyrannie des hydrocarbures et surtout faire du mix énergétique la solution de sortie de crise, il est indiqué d'accorder à ce secteur une haute priorité en termes de pilotage opérationnel et de réflexion prospective. Le secteur des mines et celui des industries ont été regroupés dans un même département pour rester dans une logique de complémentarité et de synergie de ces deux pôles d'intervention. Le commerce reste avec le secteur informel tout en mettant un accent particulier sur la consommation, sur la promotion du consommé local. La mise en exergue de ce dernier volet obéit à une logique de résorption du déficit de la balance commerciale fortement obérée par le poids des importations. La notion de désenclavement qui apparaît dans l'appellation du ministère en charge des infrastructures constitue un signal fort, très fort, en ce qu'elle traduit de la part de M. le Président de la République, M. Macky Sall, un sentiment d'intégration et d'unité nationale à travers un meilleur maillage du territoire. Et donc il est vrai que les conseils des ministres délocalisés ainsi que l'acte 3 de la décentralisation traduisent déjà la volonté réelle qu'il a de réduire la distance psychologique entre le pouvoir central et les populations à la base. Les transports aériens ont été couplés avec le tourisme, ce qui n'est pas nouveau, puisque dans un passé encore récent, l'expérience avait donné des résultats concluants. La mise en relief du concept de dialogue social dans l'appellation du ministère en charge de la fonction publique traduit une manifestation d'ouverture pour un partenariat fécond entre l'État, le patronat et le monde syndical. Il assoit un nouvel état d'esprit dans la consécration du pacte de stabilité sociale. Le ministère de l'économie et des finances a été allégé du volet planification et du volet promotion des investissements et du partenariat pour donner naissance au ministère de la promotion des investissements et des partenariats et au ministère du plan. Ce réaménagement répond, entre autres, au souci de redonner à la planification et à la promotion des investissements la place stratégique qui doit être la leur dans nos politiques de développement. C'est dans cette logique, mesdames, messieurs, que s'inscrit le nouvel attelage gouvernemental constitué de 31 ministres et d'un ministre délégué, selon la configuration qui vient d'être portée à votre connaissance par le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Abdelaziz Tall, directeur de cabinet du chef de l'État. Placer les citoyens au cœur des actions du gouvernement, c'est la priorité du Premier ministre. Aminata Touré s'y également convaincu que le nouveau garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, a le profil de l'emploi. Nous l'écoutons. Mais les chantiers, j'ai eu à le dire hier, lors de mon propos liminaire, ce sera d'accélérer le rythme des programmes publics, le rythme des réformes, afin que chaque Sénégalais, dans sa vie quotidienne, puisse sentir ce changement. En considérant évidemment, comme je l'ai également dit, le fait que nous soyons un pays à revenus limités, mais encore une fois, nous avons les compétences, l'intelligence pour que ces programmes puissent atteindre leur cible.
C'est ça la priorité, c'est qu'on place les citoyens, nos concitoyens, au cœur de nos actions et que très rapidement, ils puissent sentir l'action du gouvernement. Maître Kaba est un éminent juriste, un éminent avocat connu sur la scène nationale et internationale, un militant des droits humains. Je suis convaincu qu'il fera un très bon garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il fera tout ce que l'on fait au ministère de la Justice. C'est un ministère de souveraineté avec beaucoup d'activités et beaucoup d'objectifs, notamment la réforme du secteur judiciaire, parmi tant d'autres défis. Et il sera tout à fait à la hauteur, j'en suis sûr et certain. La composition du gouvernement est connue. L'équipe est composée de 31 ministres, parmi eux 9 entrants. Il y a eu également des départs. Les détails avec Cheikh Bamba Gueye. Les options prises par le nouveau Premier ministre dans le choix des hommes et des femmes devant constituer le nouvel attelage gouvernemental ont conduit à des changements profonds. Parmi les entrants des hommes de terrain, Amadou Ba devient le nouveau ministre des Finances. L'homme était jusque-là le directeur général des impôts et domaines. Il remplace Amadou Kane qui quitte le gouvernement. Amadou Ba sera épaulé par Mohamedou Makhtar Cissé, le nouveau ministre du budget, promu également pour remplacer Abdoulaye Daouda Diallo. Ce dernier reçoit une promotion de taille. Abdoulaye Daouda Diallo est le tout nouveau ministre de l'Intérieur. Il remplace le général Pathé Seck qui quitte également l'attelage gouvernemental pour de bon. Elle quitte également le gouvernement Aram Ndoye et Seynabou Gaye Touré, respectivement ministre de la décentralisation et des collectivités locales et ministre des Sénégalais de l'extérieur. Aram Ndoye part au profit de Maître El Hadji Omar Youm, cadre de l'APR, nouvel entrant. L'autre nouveauté est Diène Farbassar, jusque-là directeur général de l'APIX. Diène Farbassar va maintenant s'occuper de la promotion des investissements dans le gouvernement. Un comeback, celui de Morgom, directeur de cabinet du président de la République. Il hérite du département de l'environnement. Une autre entrée, Pape Abdoulaye Seck, nouveau ministre de l'Agriculture, en remplacement d'Abdoulaye Baldé, recyclé au plomb. La justice est désormais confiée à Maître Sidiki Kaba. Enfin, les départs surprises, d'abord celle de Youssou Ndour. Youssou Ndour perd son portefeuille du tourisme et Maria Massar recalée également au département de la femme. Avec cette nouvelle équipe composée de nouveaux arrivants, pour la plupart en terrain connu, l'efficience gouvernementale recherchée trouvera-t-elle sa réponse? Cheikh Bamba Gueye, Abdoulaziz Tall est donc le nouveau ministre directeur de cabinet du président de la République. Il était jusqu'à cette nomination le délégué général à la réforme de l'État. C'est un expert en management qui a servi sous différents régimes. Aram Ndao nous dresse son portrait. Abdou Aziz Tall fait partie de ces hommes qui ont du vécu dans l'administration sénégalaise. Il a très longtemps été aux affaires. Sous Léopold Sédar Senghor, il a servi au très célèbre BOM, Bureau, Organisation et Méthode. Sous Abdou Diouf, il prend les rênes de la LONASE, poste de directeur général qu'il occupe d'août 1995 à mai 2000. Mai 2000 justement, la date est assez révélatrice. On est au deuxième mois de l'alternance. L'expert en management est très tôt écarté par le régime Wade. Le diplômé d'HEC Canada reprend alors le travail d'audit, de consultance et de recherche qu'il a longtemps mené au profit de différentes organisations, mais également de quelques pays de la sous-région. Il ne reviendra aux affaires publiques que sous Macky Sall. Abdou Aziz Tall se voit confier la délégation générale à la réforme de l'administration et à l'assistance technique. Un démembrement de l'État chargé de coordonner ses politiques de modernisation. Sitôt nommé, presque sitôt promu, Abdou Aziz Tall gravit les marches du pouvoir de Macky Sall, ministre, directeur de cabinet du président de la République. Il devient ainsi le plus proche collaborateur de Macky Sall. En attendant de revenir sur ce remaniement ministériel, voyons le reste de l'actualité. L'association des anciens militaires invalides de Ziguinchor reçoivent un don du chef de l'État. Le président de la République satisfait ainsi une vieille doléance de ses victimes de guerre. Avec ce matériel constitué de moulins et de tracteurs, ces ex-soldats peuvent s'adonner à des activités génératrices de revenus. Bachir Ba. Ils sont une soixantaine d'hommes. Ils étaient au service du Sénégal lorsqu'ils ont été victimes d'accidents, des événements qui ont changé leur vie. Les anciens militaires invalides de Ziguinchor reçoivent un don du chef de l'État. C'est suite à une audience que le président de la République a bien voulu vous donner
qu'il a instruit certains ministères à vous offrir 2 moulins à 1000, un véhicule 4x4 et un tracteur agricole qui va suivre incessamment. Une reconnaissance à ceux qui ont donné tout à la patrie, un geste bien apprécié. La coordination des anciens militaires invalides de Ziguinchor et les veuves, à mon nom, remercie son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, et son gouvernement. Ce lot de matériel qui sera dans un instant remis à cette catégorie de personnes est venu à point nommé et très attendu par eux, car ce soutien de taille s'avère nécessaire pour la lance des activités de revenus dont les dossiers du GIE ont déjà été ficelés. Malgré un handicap traîné par les uns et les autres, les victimes ont refusé de baisser les bras. Ils veulent continuer à œuvrer pour le pays ailleurs que sur les champs de bataille. Alors, nous quittons le sud pour le nord du pays. C'est pour parler de la cérémonie de présentation du drapeau au contingent 2013-2 du 12e bataillon d'instruction de Dahar Bango. C'était devant plusieurs autorités civiles et militaires. Pape Bonatiao. Éternité, prospérité pour le Sénégal, des mots forts qui reflètent l'engagement des 1152 soldats du contingent 2013-2. Après 4 mois de formation, ils sont prêts à servir leur patrie. Je suis là pour découvrir cette grande miette et pour défendre les couleurs de ma nation et avoir du travail pour aider mes parents. J'ai décidé de venir à la rue pour servir le peuple, participer à la sécurité de la nation, à l'intégrité territoriale et pour soutenir ma famille aussi. Comme à l'accoutumée, le cérémonial militaire a été respecté. Aux soldats, il a été rappelé la symbolique du drapeau national et les autres missions encore plus exaltantes qui les attendent dans les différents corps qu'ils vont intégrer. Cette première cérémonie militaire à laquelle vous participez est doublement importante pour vous. Elle constitue un instant de recueillement pour marquer votre engagement solennel et formel de servir la patrie avec honneur et fidélité en tout lieu et en tout temps. Autre moment fort de la cérémonie, les démonstrations de combat corps à corps. Ensuite, le contingent 2013-2 a procédé à un défilé élégant devant le Comzol, les autres autorités militaires et civiles, les parents et les proches. Après les fortes pluies qui se sont abattues sur la région de Fatick, une partie de la route nationale numéro 1 a été ouverte. Seuls les gros porteurs ne sont pas encore autorisés à passer sur l'axe Josmone-Fatick. La situation est encore plus grave sur l'axe Toul-Sessène, Djilas et Tchadiaï-Fissel, où les routes sont complètement coupées. Des experts de l'AGEROUTE ont effectué une visite de terrain. Abdul Aziz Ban. Sur la route qui mène au carrefour de Josmone, les gros porteurs sont stationnés sur la chaussée. Impossible pour eux de traverser la route. Les fortes pluies qui se sont abattues sur la région de Fatick ont causé beaucoup de dégâts. On peut dire que c'est des pluies exceptionnelles qui sont tombées pratiquement sur toute la région de Fatick. Le marigot que vous voyez était trop rempli et que les eaux ont débordé, ont traversé entièrement la route. C'est ce qui a provoqué la rupture des accotements. Des experts de la GEROUTE ont effectué une visite de terrain. Il en ressort que cette situation n'est pas liée à la qualité de la route, mais plutôt à la forte quantité d'eau tombée. La route a été très bien dimensionnée. Comme je l'ai dit au début, c'est une situation exceptionnelle qui ne concerne pas uniquement la RN1, qu'il y a 222 mm qui sont tombés, mais c'est normal, étant donné que le sol est saturé. Présentement, il n'y a que les véhicules légers qui passent. Pour le moment, pour des mesures de sécurité, on a pris la décision de ne pas faire passer les gros porteurs pour ne pas prendre le risque d'endommager le reste de la chaussée. Autre localité visitée, Loul-Sessène, la route qui mène à Djilas et dans les îles du Saloum est également coupée. Difficile de rejoindre l'autre rive. C'est grâce aux sapeurs-pompiers que les populations parviennent à faire la navette. Nous sommes venus pour s'adjoindre au dispositif et assurer la continuité du passage
des passagers par des rotations de 8, mais équipés en gilet. Les éléments vont revenir pour que, après juste 6h30, que démarre déjà la traversée de part et d'autre. Même scénario sur l'axe Tchadjaï-Fissel. Ici, une cérémonie traditionnelle a été organisée pour retrouver les corps des 2 portés disparus. Suite à ces événements de la région de Fatick, l'AGEROUTE a convoqué une réunion d'urgence. Des entreprises vont être sélectionnées pour démarrer les travaux de réfection des routes endommagées dans les plus brefs délais. Écoutons à ce propos le secrétaire général de l'AGEROUTE, Lamine Ndiaye, au micro de Abdul Aziz Ban. Les divisions régionales de l'AGEROUTE au niveau de la région de Thiès et de la région de Kaolack-Fatick ont été mobilisés avec leurs équipes sur les différents points qui sont concernés et pour nous donner un peu cette situation que nous avons essayé de voir dans quelle mesure prendre des entreprises pour revenir à une situation normale. Nous nous sommes réunis avec le directeur général qui a sillonné tous ces points. Nous avons décidé de prendre des entreprises pour rétablir en tout cas la circulation au niveau de la route nationale, qui est un point assez important parce que drainant tout le trafic, notamment le trafic Dakar-Bamako et Dakar-Conakry. Et sur ce, des décisions ont été prises et portées à la connaissance du ministre qui nous a instruit de les mettre en œuvre. Et c'est comme ça qu'entre midi et 14h, nous nous sommes réunis avec monsieur le ministre qui nous a donné les instructions qu'il faut pour que, en tout cas dans un délai très bref, que la circulation soit rétablie sur l'axe Diosmone-Fatick. Retour sur le changement de gouvernement après 1 an et demi de magistère. Macky Sall opère son premier remaniement ministériel. Cause politique, raisons économiques, les commentaires les plus variés entourent toujours le limogeage de Abdoul Mbaye. Mais tout compte fait, la paix revient en force. Le nouveau Premier ministre saisit la gravité de la tâche et veut aller vite dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, Ousmane Garifaye. J'ai accepté ce poste avec beaucoup d'humilité, en me promettant de renouveler mon engagement et de marquer justement ce nouveau challenge, ce nouveau défi sous le sceau de l'accélération des actions qui ont été entreprises depuis l'année dernière. Et je prends le bâton donc pour continuer cette course qui est une course pour le développement et pour l'amélioration des conditions d'existence de nos concitoyens. De l'humilité pour mettre en musique les axes qui ceinturent la nouvelle feuille de route. Renforcement des acquis, accélération de la cadence, une volonté ouverte d'aller très vite dans les réformes. Mais dans le langage politique, on le sait, le diptyque est un classique. Au-delà des formes et des formules, l'urgence commande aux nouvelles locataires du 9e étage du building d'identifier au plus vite les obstacles qui plombent la matérialisation des promesses électorales du chef de l'État. 1 an et demi de gouvernance, le peuple ne voit pas le bout du tunnel, les populations en demandent, traquées qu'elles sont par un quotidien difficile. Inondations dans la banlieue, un peu partout au Sénégal, casse-tête du panier de la ménagère, équation emploi des jeunes, cela en dépit de la volonté affichée du chef de l'État d'en créer 500 000 au terme de son mandat. Pour Macky Sall et l'APR, le cocktail reste donc explosif. L'échéance 2017 se fait signaler, mais dans l'antichambre, il y a bien les locales de 2014 qui demeurent sans doute un test grandeur nature pour le régime. Au regard de ces impératifs, les observateurs avertis avaient très tôt tiré la sonnette d'alarme depuis les bases arrière du parti, appelant à la mise en place d'une équipe plus politique que technocratique. En appelant Aminata Touré aux affaires, le chef de l'État Macky Sall fait d'une pierre deux coups. Renforcer son parti dans l'attelage gouvernemental avec l'arrivée de nouveaux combattants comme Maître Oumar Youm et donner suite aux sillons transmis par le peuple pour une nouvelle impulsion dans la conduite des affaires. Dans ce contexte politico-économique où les signaux ne sont pas tous au vert, l'arrivée aux affaires de 2 cadres hors pair de l'administration, Mohamed Ba et Mohamedou Mokhtar Cissé, respectivement aux finances et au budget, constitue un motif de satisfaction. À eux seuls, ces 2 commis de l'administration sont le signe que les ruptures attendues seront certainement au rendez-vous. Le chef de l'État le veut, les choses doivent changer et le tout nouveau Premier ministre est averti. Les Sénégalais lambda s'est également prononcé sur ce nouveau gouvernement. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Les pèlerins au lieu saint de la chrétienté à Jérusalem, après le puits de l'Annonciation, l'autre temps fort du pèlerinage à Nazareth a été la messe dite au milieu
milieu du lac de Tibériade, un symbole pour les pèlerins de la foi qui ont été émerveillés. Envoyés spéciaux, Jérôme Gomis, Louis Antonio Delgado et Aïssatou François Sec. Il est 17h, embarcadère du lac Tibériade en Galilée. Les pèlerins sénégalais prennent place dans les bateaux par groupe, direction le large du lac pour une messe inédite. C'est ici que Jésus a transformé de simples pêcheurs de poissons en disciples pêcheurs d'hommes. Les bateaux partis séparément se rassemblent au milieu du lac pour créer une communauté du bateau d'environ 500 personnes. Les pèlerins de la foi sont venus immortaliser les enseignements, apparitions et miracles du Christ. L'enseignement du jour porte sur la vie de Jésus. Aujourd'hui, nous avons essayé tant bien que mal de suivre le Christ qui n'a pas une école fixe et se déplacer en fonction des populations à qui il devait s'adresser et porter le message de son Père. Nous avons vu combien il était difficile de suivre Jésus, ne serait-ce que les distances qui séparent les sites que nous avons visités. Il était à la rencontre des populations, au Carrefour, à Capharnaüm et ailleurs, mais il devait annoncer la bonne nouvelle. Avec cette célébration en plein lac, Monseigneur Benjamin Ndiaye renoue ainsi avec une pratique initiée depuis 5 ans. Fini la messe, les pèlerins peuvent rentrer tout contents d'avoir vécu cet exploit. C'était wonderful. J'ai senti le Christ vivre en chacun de nous, vivant en chacun de nous. J'ai senti ça. C'était magnifique. Le Christ qui a apaisé la tempête avec les apôtres. Le Christ qui quotidiennement apaise nos tempêtes, nos troubles, nos inquiétudes, qui nous rassure dans nos manques d'assurance. Ce Christ-là était avec nous aujourd'hui en pleine mer. Une messe en bateau pour 450 pèlerins, c'est inouï. C'est simplement inouï et merveilleux. Le bateau de l'Église navigue ainsi sur les eaux de notre vie. Des flots rarement calmes, des vagues plus ou moins fortes secouent l'embarcation. Ainsi en va-t-il de notre vie. En Guinée, à 3 semaines des élections législatives, l'opposition menace de reprendre les manifestations. Elle donne ce qu'elle considère comme des dysfonctionnements dans le fichier électoral. En effet, plusieurs électeurs cherchent encore leur nom sur les listes. À 3 semaines des élections législatives en Guinée, tout n'est pas prêt, loin de là. Certains électeurs en sont toujours à chercher leur nom sur les listes. J'ai trouvé le nom de mes parents, de mes frères, tout. Mais moi, vraiment, depuis matin, j'ai en train de chercher, je ne vois pas. J'ai cherché même dans les doublons, je ne trouve pas mon nom. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. L'affichage des listes devait normalement être terminé le week-end dernier. Seulement voilà, la CENI a pris de retard. La Commission nationale électorale faisait le point la semaine dernière avec tous les partis. Les bulletins de vote ont été présentés, mais l'expert mandaté par l'Union européenne l'a confirmé. La révision du fichier électoral se poursuit pour enlever les doublons. Dès qu'un électeur est mis dans la base de données, on contrôle aussi directement s'il n'est pas déjà dans la base de données. Et pour éviter tout doute, après, il y a encore un arbitrage manuel pour vérifier si effectivement la machine ne s'est pas trompée. Selon l'opposition, des dizaines de noms de militants ont disparu des listes. Certains partis dénoncent des dysfonctionnements majeurs. Ils appellent la CENI et le pouvoir à trouver rapidement une solution. Non seulement nous n'irons pas aux élections si le fichier n'est pas consensuel, mais il n'y aura pas aussi d'élections sans nous. Ça veut dire que si dans les jours à venir, en tout cas au plus tard le 4 ou 5, on n'a pas de visibilité sur ce fichier, nous allons reprendre nos manifestations. Sur le terrain, la campagne électorale se poursuit sans grand enthousiasme et avec quelques accrochages. Vu le retard de préparation des élections, certaines voix demandent même un nouveau report de ce scrutin, prévu initialement en 2011.
En Syrie, les partisans de Bachar al-Assad se disent prêts à servir de bouclier en cas de frappe américaine. De leur côté, la Russie et l'Iran manifestent leur soutien à la Syrie. Selon le chef de la diplomatie russe, une attaque par les États-Unis compromettrait une conférence de paix sur la Syrie. Dans l'attente du 9 septembre, date à laquelle le Congrès américain pourrait se prononcer sur la frappe annoncée par Barack Obama contre la Syrie, l'axe Damas-Téhéran-Moscou mobilise. Depuis la capitale syrienne, le régime montre via la télévision chinoise des manifestations de soutien à Bachar el-Assad et des témoignages répétant tous la même chose. On n'a pas peur de la frappe. On est dans la rue et on l'attend. On résiste sur notre terre et on est prêt à la défendre jusqu'à notre dernière goutte de sang. Scandant jusque dans la nuit des slogans à la gloire de l'armée loyaliste, ces partisans se disent même prêts à servir de bouclier humain à certaines installations du pays. Protéger les installations, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Les installations électriques, la télévision syrienne ainsi que d'autres télévisions du pays. Nous sommes prêts à servir de bouclier. Nous n'avons rien d'autre que nos corps à offrir à la Syrie. Venu apporter le soutien de la République islamique à son allié syrien, passage obligé pour accéder au Hezbollah libanais, le chef d'une délégation parlementaire iranienne a renouvelé sa menace de débordement régional du conflit. Nous pensons qu'une agression militaire contre la Syrie s'étendra à tout le Moyen-Orient et le brûlera. Et cela menacera avant tout la sécurité d'Israël. Si une guerre avait lieu, Israël sera vaincu définitivement. Dans l'incertitude de ce que fera Barack Obama, le grand allié russe multiplie lui les protestations. Après avoir réfuté les preuves fournies par les Occidentaux, Sergueï Lavrov a prévenu qu'une action américaine reporterait pour longtemps, voire à jamais, les perspectives d'une conférence de paix à Genève. Je vous le disais, après la publication de la liste du nouveau gouvernement, les Sénégalais se sont prononcés. Oumou Kalsom Sall leur a tendu son micro. On est toujours content de voir les dames au premier point. Je pense que c'est une bonne chose. Et puis ce qui importe, c'est la compétence. Et on espère que ce Premier ministre qu'on a mis en place est une personne compétente. On a de l'espoir avec elle. Lorsqu'on élisait Macky Sall, on avait des priorités. C'est la fin des délestages. C'est aussi la réduction du coût de la vie. De même que aussi nous espérons voir les problèmes des inondations réglés. Je pense que ce sont les priorités des Sénégalais. Si en plus de ça, on peut régler aussi le problème du chômage des jeunes, ce serait génial aussi. Il y a des priorités, comme tous les chefs de famille, je suis chef de famille. Nous attendons que sur le plan économique, qu'il y ait vraiment beaucoup de changements. Les prix changent un peu, l'habitat, ça change, le transport. C'est des choses qui font mal et qui sont dures à gérer. Donc nous attendons vraiment que ce nouveau gouvernement prenne en charge vraiment plein de choses. On a entendu avec le précédent gouvernement, avec M. Abdoul Mbaye, je ne dirais pas qu'on n'a pas vu de résultats, mais moi, sur le plan social, les gens sont fatigués. Ce n'est pas une première au Sénégal, hein, la vie est chère, les gens sont fatigués. Ce sera une répétition, hein, d'accord? Mais puisque les gens le répètent, certes c'est pédagogique, et j'espère qu'il fera honneur aux dames. Voilà, donc après juste cette édition, vous aurez le débat de la rédaction animé donc par Aminata Angélique Manga. Donc ça fait suite donc à la publication de la liste du nouveau gouvernement. Nous retrouvons au studio Mamadou Diop Angélique. Bonsoir Angélique. Bonsoir Memouna, bonsoir à tous nos très chers téléspectateurs. Et oui, comme vous l'avez annoncé Memouna, ce sera un débat assez ouvert, un débat en profondeur avec des observateurs avertis, des observateurs chevronnés de la presse sénégalaise et internationale même. Je vais citer par là Vieux Savané, qui est le directeur de publication de Sud Quotidien, Mamles Camara, politologue et journaliste également. Madjambal Diagne, qui est le PDG du groupe Avenir Communication, et bien sûr Racine Talla, directeur général de la RTS. Alors, comme vous pouvez le deviner,
Ce débat sera exclusivement consacré au tout nouveau gouvernement. Qui sont ces hommes, qui sont ces femmes qui ont désormais la lourde tâche de conduire la politique du chef de l'État Macky Sall? Et dans un contexte où tout est presque urgence, tout le monde le sait. Alors, les attentes des populations sénégalaises, il faut le dire, sont innombrables. Quelle solution, quelle recette miracle pour impulser un véritable développement? Alors, au cours du débat également, nous ne manquerons pas, Maïmouna, de partager avec vous, cher public, les attentes des Sénégalais, vous les entendrez. Et puis, qui est Dame Justice? Dame Justice devenue Premier ministre du Sénégal, la deuxième femme après Mama Diorboy, à suivre tout à l'heure. Et bien entendu, vous le savez, nous ne saurions terminer, bien sûr, sans évoquer le passage de Abdoul Mbaye à la primature et brosser les éventuelles raisons de son départ. Voilà grosso modo, Maïmouna, pour le débat tout à l'heure sur nos antennes. Un très bon débat en perspective, Angélique. À tout à l'heure. Actualité, la PR se mobilise à Morolan. Maître Antoine Beng descend officiellement dans l'arène politique aux côtés des apéristes. Un grand rassemblement a été organisé en présence de responsables de l'Alliance pour la République à Basso. Morolan a été le point de convergence de plusieurs responsables de l'Alliance pour la République. Le temps d'un week-end, plusieurs activités ont été menées, de la politique au sport en passant par la culture. Tout a été mis en œuvre pour unir les fils du terroir autour de l'essentiel. Et c'est Maître Meng qui ouvre la voie à suivre d'abord cette finale dotée du trophée de la mission catholique. L'ASC Ngor a battu l'ASC Santa Maria par 2-0. Une finale disputée par les deux équipes qui ont terminé la partie dans le fair play. Vous avez à garder la flamme allumée comme l'a dit l'abbé Augustin. Vous avez à montrer à la face du monde parce qu'aujourd'hui vous avez la clé devant vous. Je ne veux pas d'une coupe qui vaille que vous jetez des pierres, qui vaille que vous vous injuriez. Je veux juste une coupe qui soit une émulation pour la jeunesse morolandaise, pour le développement du sport et le développement de Morolan en général. Autre activité d'envergure, ces journées culturelles. Dans une ambiance bien serrée, la mode locale a été bien valorisée par les artisans locaux. Autre temps fort, la rentrée politique de Maître Antoine Beng, un avocat qui a décidé de se lancer en politique. Aujourd'hui, que vous faites votre rentrée politique, vous ne faites que prendre Morolan à témoin. Mais pour nous qui avons navigué au niveau de l'Alliance pour la République, le compagnonnage a démarré depuis fort longtemps. Nous demandons à Morolan de vous accueillir et c'est déjà fait. Je voudrais vous dire, maître, soyez un maître, c'est-à-dire celui-là qui a la capacité de gestion des contradictions, de capacité de dépassement, celle qui bannit les querelles de positionnement, mais celle qui reconnaît que seul le travail paye. Donnez-vous la main avec votre population, avec vos frères et sœurs. Et des échanges sur la vie du parti, il y en a eu. L'APR à Morolan compte travailler à la massification du parti. Pour y arriver, les jeunes comptent désormais unir leurs forces derrière Maître Antoine Beng pour relever les défis dans la discipline. Parlons sport, football, préliminaire de la Coupe du Monde de Brésil 2014, deuxième journée des matchs de groupe. Les Lions rencontrent le 7 septembre prochain le CRES de l'Ouganda. Ce match va se jouer à Marrakech avec un budget de plus de 250 millions de francs CFA. La Fédération sénégalaise de football veut mettre les Lions dans des conditions optimales de préparation. Le staff n'a qu'un seul objectif, gagner ce match qualificatif aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Le stage a débuté ce matin avec l'arrivée des premiers joueurs. L'affirmation est du sélectionneur national Alain Giresse que nous écoutons au micro de Tahaba. On a, à ce jour, déjà, toutes les arrivées sont calées. Donc on commence dès le lundi après-midi un travail. Et ensuite, nous enchaînerons sur 2 entraînements le mardi. Mardi matin, mardi après-midi. Un entraînement le mercredi. Une reconnaissance de stade le jeudi. Et vendredi, veille de match. La seule perspective qu'on a quand on prépare une équipe, c'est de préparer une équipe à gagner. On ne prépare pas une équipe
à être en dedans, à être à moitié, à être sur la réserve. Non, on prépare l'équipe pour gagner ce match. Après, dans les conditions du match, après le jeu sera ce qu'il sera, mais en tout cas, dans l'approche, dans la projection, dans la présentation du match et dans les objectifs, c'est le préparer pour le gagner. Il s'agit d'un match de la plus haute importance où quand même nous devons veiller à mettre les joueurs dans les conditions optimales de performance. Le budget qu'on avait déposé pour cette compétition sur la table de l'autorité, c'était un budget qui tournait autour de 250 millions, toutes charges comprises, primes, transport aérien et tout. Maintenant, il va sans dire que nous jouons dans un contexte étranger et certainement il y a des surcoûts induits qui feront que ce match qui reviendra cher et à l'État et à la Fédération sénégalaise de football. L'équipe nationale de football des moins de 20 ans peaufine sa préparation en vue des Jeux de la francophonie. Ils auront lieu dans quelques jours donc à Nice en France. Les protégés du coach Aliou Cissé se sont fixés comme objectif d'être sur le podium. Salou-Sek a assisté à une des séances d'entraînement. Reportage. Sur la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor, les Lions olympiques en atelier. Couverture de balles, fermeture des couloirs et marquage. Tout se passe sur un espace réduit avec des jeux de passes. Tout se passe bien quoi. Il y a l'ambiance du groupe, les uns se donnent à fond. On travaille dur, on travaille vraiment dur pour bien progresser et pour bien préparer notre tournoi francophonie. Les Lions sont dans la dernière ligne droite dans les préparatifs des Jeux de la francophonie Nice 2013. Les différents stages effectués devront permettre au coach et son adjoint Régis Bogard de mettre en place un bloc d'équipe. Le groupe a été trouvé. Maintenant, de ce groupe-là, on va continuer à travailler pour dégager une équipe. On a appris beaucoup de choses sur le plan technique et physique. Donc, actuellement, ça se passe bien avec le groupe. Donc, on a un coach qui est un gagneur. Donc, il nous apprend beaucoup de trucs. Et en même temps, on essaie de rectifier beaucoup d'erreurs. Pour les Jeux de la francophonie, l'objectif de l'équipe est clair. L'objectif final, en fait, c'est de se qualifier aux Jeux Olympiques en 2016. Mais comme je le disais aussi, il y a des intermédiaires importants, des compétitions importantes qui sont les Jeux de la francophonie, qui sont les Jeux africains. Nous devons bien participer, nous devons, en tout cas au niveau de la contenu, en tout cas avoir quelque chose de valable. J'espère que ça nous permettra de nous améliorer. Bon, ce groupe-là n'a pas d'expérience et je pense qu'à travers ces compétitions-là, surtout ceux de la francophonie et ceux des Jeux africains, ça va les permettre d'acquérir de l'expérience, de se faire leur propre expérience. Au plan médical, des cas de paludisme et de traumatisme ont été décelés. Tous les jours qui ont eu des traumatismes ont eu à récupérer en grande majorité. Et actuellement, bon, à part un ou deux jours qui ont eu une palu, bon, je crois que globalement on va tous les récupérer avant le début de la compétition. Les Lions quittent Dakar mercredi, direction Nice en France, où se déroulent les Jeux de la francophonie du 6 au 15 septembre prochain. Les Lions vont livrer leur premier match contre le Gabon le 7 septembre. Toujours concours du meilleur jeune footballeur, Mohamed Rassoul Diagne de la région de Thiès a été sacré. Il est suivi d'Elhadji Ndiaga Diop de Louga et de Bakary Sané de Kolda. Le critérium organisé par le département football de base de la direction technique nationale s'est tenu au SNEPS de Thiès. Abdoul Aziz Ban. Je m'appelle Mohamed Rassoul Diagne, j'habite à Tivaouane. Je suis à l'école de football Z-Foot. Il est vainqueur du critérium du jeune meilleur footballeur. Mohamed Rassoul Diagne est né à Tivaouane. Il était en compétition avec 13 jeunes venus des autres régions du Sénégal au CNF de Thiès. La concurrence a été rude, les choix difficiles. C'est pas facile parce que bon, il y a plus des épreuves. Il y a 8 épreuves, jonglage, volley, tir au but, le freestyle. Bon, toutes ces épreuves-là sont très difficiles à exécuter par ces jeunes qui ont maximum 12 ans. Donc il fallait un temps d'adaptation, un temps de compréhension et puis un temps de réalisation de technique. Je pense qu'ils ont mis du temps à digérer puis à exécuter le programme. Mohamed Rassoul Diagne permet à la région de Thiès de terminer à la première place.
Elhadji Ndiaga Diop de Louga est deuxième, suivi de Bakary Sani de Kolda. Ils m'ont tous séduit, il y a des phénomènes là-dessus, mais là c'est pas mal parce qu'il y a des jeunes vraiment qui maîtrisent leur sujet. Roger Mendy, aujourd'hui membre du département football de base de la direction technique nationale, il se rappelle le bon vieux temps. Il a eu à être lauréat du concours meilleur jeune footballeur. Mais moi, mon critérium, je ne sais pas, c'était pas homologué ou pas. J'ai fini premier dans ma catégorie parce qu'à l'époque, on le faisait à Kurdjaraf. Et donc, il y avait pas mal de catégories. À l'époque, j'avais pas d'équipe, j'avais pas de club. Donc, voilà, ils m'ont repêché comme ça, comme 5 clubs. Et je suis parvenu à arriver en finale et gagner. En marche de la finale de la Coupe du Sénégal, les 14 candidats ont eu à gratifier le nombre public de quelques jongleries. La direction technique nationale, après avoir ressuscité ce concours meilleur jeune footballeur, va l'élargir l'année prochaine aux écoles et centres de formation de football. Après le football, le basketball, pour boucler, l'Afrobasket 2013 a été clôturé ce dimanche à Abidjan avec un 11e titre pour les Angolais qui ont battu en finale l'Égypte 50-47. L'Égypte décroche la médaille d'argent, le Sénégal le bronze. Retour sur le bouquet final de l'Afrobasket avec Ibrahim Mboupa. Un trophée, un sacre, la confirmation de la suprématie angolaise à l'échelle continentale. Une 11e couronne pour les rois d'Afrique, pourtant bousculée en début de partie par les Égyptiens. Malgré la blessure au menton du talentueux pivot Assem Marei, les pharaons dominent le premier carton. Mais le rêve s'arrête là. La démonstration de force des Angolais commence. Reggie Moore, l'Américain naturalisé, se met en évidence dans la raquette. Il est imité par Mingas dans un jour de grâce. Carlos Moraes y va de son show pour creuser davantage l'écart. Un dunk de toute beauté. 50-47 à l'issue de la finale. L'Angola, à nouveau championne d'Afrique, Carlos Moraes désigné MVP, meilleur joueur de l'Afrobasket. Le capitaine des Lions Malendoy dans le 5 majeur du tournoi. Le Sénégal et l'Égypte complètent le podium. Rendez-vous dans 2 ans en Tunisie pour la 28e édition de l'Afrobasket. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pourrez suivre tout de suite après le débat de la rédaction. Donc, suite à la publication de la liste du nouveau gouvernement, les invités de Aminata Angélique Manga, Vieux Savané du groupe Sud Communication, Madiambal Diagne, Avenir Communication, Mamles Camara, journaliste et politologue, et Racine Talla, directeur général de la radio-télévision sénégalaise. Merci d'avoir suivi. Au revoir.